Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce cursus du mercredi de Elmo consacré aujourd'hui aux formations en informatique de la Haute École. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière session des cursus du mercredi. Donc ce sont, vous le savez peut-être maintenant, des séances d'infos, études en live. On vous donne toute une série d'informations sur nos cursus, au niveau des débouchés, au niveau du contenu des cours, au niveau des stages, etc. Et puis à la fin de la présentation, avec nos spécialistes, on répond à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser maintenant dans le chat, dans le commentaire, si vous nous regardez peut-être sur Facebook. En tout cas, merci d'être là avec nous, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Si vous êtes là, c'est sans doute que vous êtes passionné par l'informatique. Vous aimeriez peut-être programmer, concevoir, développer des sites, des applications et bien d'autres. Vous êtes sans doute intéressé aussi peut-être par la problématique de la sécurisation des systèmes informatiques. Et bien aujourd'hui, nous allons aborder ces thématiques et aborder nos cursus en informatique. Donc vraiment l'informatique au niveau de la programmation et du développement des applications. Et puis également la sécurité des systèmes, qu'on appelle aussi cybersécurité. Et pour cela, on va accueillir aujourd'hui des représentants de ces cursus. Tout d'abord, Vincent Reipe. Oui, bonjour à tous et tous. Bonjour Stéphanie, bonjour à toutes et tous. Et également Benoît Partous. Bonjour Stéphanie, bonjour à vous. Bonjour, tout grand merci à vous d'être là pour venir nous parler de vos cursus, répondre aux questions des participants. Moi, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, de commencer notre séance d'information en parlant avant tout du site. On va peut-être avoir le PowerPoint. Donc, les cursus qu'on aborde aujourd'hui, je les ai déjà cités. On va simplement les relire ensemble. Vous le voyez, on a informatique au niveau du développement d'applications et puis sécurité des systèmes. Mais avant de vous parler de ces cursus-là, je vous propose de retrouver Vincent Reipe pour aborder tout d'abord le site, l'environnement d'études, le campus, le lieu où sont organisées ces deux formations. Et c'est le campus Guilmain. Et donc, pour cela, on va retrouver Vincent. Voilà, merci pour nous donner un petit peu des explications sur ce site et sur ses spécificités. Oui, voilà, merci Stéphanie. Donc, les deux formations, les deux cursus se donnent sur le campus Guilmain, qui, comme son nom l'indique, est tout près de la gare des Guillemins, donc la grande gare des Guillemins de Liège. On y est en une dizaine de minutes à pied, donc c'est assez facile au niveau de l'accès. Et sur ce campus, il y a environ 3000 étudiants, donc ça peut paraître beaucoup, c'est effectivement un certain nombre. C'est parce qu'il n'y a pas que les cursus informatiques qui sont présents sur ce campus, il y a aussi d'autres cursus du département économique et juridique, donc de la comptabilité, du commerce extérieur, du droit, etc. etc. Donc on n'est pas tout seul, on n'est pas entre informaticiens, ce qui peut aussi parfois ouvrir des horizons. Alors ce campus, il y a une partie qui est quand même assez récente. Ce que vous voyez là à l'écran, ce sont des bâtiments qui sont tout récents, qui ont 3, 4, 5 ans. Et il contient un learning center, donc c'est-à-dire c'est un endroit où les étudiants peuvent aller réserver des emplacements pour travailler. Il y a des lieux de travail, il y a évidemment une bibliothèque, il y a des machines qui sont disponibles, donc c'est quand même assez bien équipé. On a des salles polyvalentes pour y faire des événements un peu particuliers, donc ce sont des plus grandes salles et dans lesquelles on peut recevoir des invités extérieurs pour des séminaires, des conférences et ce genre de choses. Donc voilà, c'est quand même un campus d'une certaine importance et qui est équipé, qui a toute l'infrastructure nécessaire, à la fois pour donner cours, bien sûr, c'est quand même la première des choses qui nous intéresse, mais aussi pour faire un petit peu d'autres choses. Plus précisément maintenant, au niveau des cours, comment ils se donnent dans les deux cursus dont on parle aujourd'hui, nous avons d'un côté ce qu'on appelle les cours théoriques, c'est des cours dans lesquels on va quand même aborder de manière un peu plus théorique les concepts, les fondamentaux de ce qui doit être appris. Et puis nous avons aussi une grande partie de cours pratiques qu'on appelle les laboratoires chez nous. Alors les cours théoriques, ils se donnent dans des auditoires. Ce ne sont pas des auditoires énormes, on a des auditoires de 120 places, donc on n'est pas dans des auditoires de 600, 700 personnes comme ceux qu'on peut voir dans certaines universités, mais malgré tout, c'est des plus grands groupes. Mais en contrepartie, il y a donc ces laboratoires qui, eux, vont se passer dans des plus petits locaux avec généralement 24 postes, donc 24 machines, 24 places. Et là, il y a un enseignant qui peut être évidemment beaucoup plus proche des étudiants. Donc, vous voyez là sur les petites photos, vous voyez notamment des étudiants devant des écrans. Donc, ça, c'est un local de laboratoire. Et puis, on voit quelques petites photos d'auditoire. Donc, il y a un petit peu les deux types de locaux qui sont utilisés
dans nos cursus. Voilà, Stéphanie. Merci beaucoup. Bah oui, on y voit un petit peu plus clair comme ça sur le fonctionnement du site et l'environnement des études. Donc ça, c'est évidemment très intéressant pour les futurs étudiants qui s'intéressent à ces cursus. Et je vous propose maintenant de passer vraiment sur le contenu des cours, les 2 bacheliers donc en 3 ans dont on va vous parler aujourd'hui, qui ont quand même toute une série de points communs aussi. Et peut-être tu peux nous en parler un petit peu en général pour commencer. Oui, donc ce sont 2 bacheliers, on peut peut-être passer juste à la dia suivante. Voilà, ce sont 2 bacheliers, on dit de type court, donc ça se fait en 3 ans. Hein. En 3 ans, vous obtenez un diplôme. Il y a quand même des finalités qui sont assez différentes, puisque d'un côté, on a parlé du bachelier en informatique, développement d'applications. Donc là, ce qu'on vise à former, ce sont des futurs développeurs d'applications, des applications web, des applications mobiles, etc. Donc il faut maîtriser les langages de programmation, mais aussi un petit peu toucher au système d'exploitation, au fonctionnement des réseaux, etc., etc. Mais on va dire que le focus principal est quand même sur la programmation, le développement d'applications. Donc, on utilise toutes des applications. StreamYard est une application, Facebook en est une, vous êtes aussi sur YouTube, c'en est une. C'est développé par des programmeurs, des informaticiens de type programmeur. Donc ça, c'est le premier bachelier, informatique, développement d'applications. Le second, sécurité des systèmes, vise à former des spécialistes en sécurité qui vont plutôt regarder sur l'ensemble des systèmes d'une entreprise, d'une société par exemple, où sont les risques par rapport à justement des attaques sur ces machines, par rapport à la perte de données, etc. Et donc, ils vont plutôt passer par des phases d'analyse des risques et puis voir quelles sont les mesures à prendre. Alors, la programmation est quand même présente dans ce second cursus, mais nettement moins, elle a une autre finalité puisqu'elle va plus être là pour permettre aux spécialistes en cybersécurité de créer ses propres petits outils. Comme je l'ai dit, il y a une partie des cours qui se donnent en laboratoire, une partie des cours en plus grand groupe en théorique. Et en gros, on est quand même sur des pourcentages de 35-40% de travaux pratiques en première année, et puis on monte à 50% et 60%. Donc, ce sont 2 formations qui ont quand même une très grande partie des cours qui sont donnés en petits groupes et qui sont des cours dits pratiques. Alors, en 3e année, il y a une petite particularité, c'est que dans les deux cursus, il y aura un stage de 15 semaines, donc tout le 2e quadrimestre, c'est-à-dire depuis début février jusqu'à mi-mai, eh bien, les étudiants sont en stage en entreprise. Évidemment, pour y faire un travail qui a un lien avec leur formation, et c'est un petit peu l'étape finale dans le bachelier de 3 ans. Donc, quand on parle d'un bachelier de 3 ans, en fait, il y a 2 ans et demi en haute école, et puis il y a une demi-année, 15 semaines de stage. Voilà pour le plan principal de ces 2 formations. Et alors, si on vient maintenant à la formation en informatique, développement d'applications elle-même, donc comme je l'ai dit, c'est pour former des programmeurs. On y parle aussi parfois d'analystes programmeurs, puisque les, avant de pouvoir programmer, on doit passer par une analyse des besoins, on doit contacter le client, on doit savoir ce qu'il veut exactement comme application, comme fonctionnalité. Donc, ce n'est pas non plus que de la programmation. Et donc, nos bacheliers, quand ils sortent, ils sont capables de mettre en œuvre des solutions informatiques complètes en termes de logiciels, de programmes qui a été développé. Donc, en passant, comme je l'ai dit, de la compréhension des besoins de l'utilisateur, du client, l'analyse, et puis on va concevoir, on va faire des schémas, on va un peu penser à la manière dont on va construire cette application, et puis on la programme, on la teste. Hein, les tests sont aussi une partie très importante. Et puis on va devoir déployer cette application, la mettre à disposition. Ça peut être, si c'est une application web, on va devoir la déployer sur un serveur web. Donc il n'y a pas que la programmation, il y a quand même tout ce qui se passe avant et tout ce qui se passe après, pour lesquels vous êtes formés dans ce bachelier. Et puis, je voudrais insister sur un point qui est que l'informaticien, contrairement peut-être à certaines idées reçues, c'est pas quelqu'un qui travaille tout seul dans son coin, qui est asocial, qui ne parle à personne, puisque comme je l'ai déjà dit, il faut des contacts avec les clients. Généralement, on travaille en équipe. Donc, un informaticien, programmeur, doit aussi être capable de communiquer, de s'adapter aussi au domaine dans lequel il travaille, hein, parce que suivant le type d'application qu'on conçoit, on va devoir un peu comprendre mieux le domaine. Si je conçois une application pour le secteur médical, il y a quelques termes, il y a du vocabulaire médical qu'il va falloir appréhender. Donc voilà, il ne faut pas avoir comme image de l'informaticien celui qui
programme tout seul dans son coin et qui ne parle à personne pendant toute la journée. Ce n'est pas du tout ça le métier d'informaticien aujourd'hui. Alors, on peut peut-être passer, voilà, merci Adri, à la grille. Donc ça, c'est la grille des cours, ça, ce que vous allez devoir faire. Vous voyez que c'est regroupé par grands thèmes. Donc, on a d'un côté, enfin, au début plutôt, conception et programmation d'applications, c'est quand même le thème principal. Et les chiffres que vous voyez sur la droite dans les colonnes, là, c'est ce qu'on appelle les crédits, puisque chaque année contient 60 crédits. C'est une mesure, une unité de mesure finalement du volume de cours. Et on voit quand même que la partie programmation, conception et programmation d'applications, prend bel et bien 36 crédits sur 60 en bloc 1. Donc, bloc 1, c'est la première année. 32 crédits en bloc 2 et 11 crédits en bloc 3. 11 crédits, sauf qu'on n'a pas compté le stage. Si vous regardez la dernière ligne, le stage, 30 crédits, et pendant le stage, vous allez programmer aussi. Donc, ça montre bien l'importance de la programmation. On va apprendre plusieurs langages, pas tous les langages, parce qu'il y a une multitude de langages informatiques, il y a toujours des évolutions, mais on va apprendre plusieurs langages pendant la formation. On va apprendre le traitement des données, la partie analyse, etc. Et puis, on a quand même des sciences fondamentales avec les notions de mathématiques, mais ce sont des mathématiques appliquées à l'informatique. Tout ce qui touche au système informatique en général, donc là, on parle des systèmes d'exploitation, Windows, Linux, macOS et autres. Alors, on va un peu apprendre le fonctionnement de ces systèmes d'exploitation, les réseaux aussi, l'architecture des ordinateurs, comment finalement ça fonctionne à l'intérieur de l'ordinateur, sans toutefois toucher au hardware. On n'est pas une formation où on va apprendre à monter un ordinateur, etc. Il y a de l'administration réseau et système, donc voilà, ça c'est la partie système informatique. On a des projets. Alors ça, c'est chaque année, il y a des projets, on appelle ça des activités intégratives, c'est-à-dire en fin de première année, avec tout le savoir que vous aurez normalement appris et acquis pendant l'année, eh bien, les dernières semaines, il y a un projet un peu ce qu'on appelle intégratif, donc qui va vous obliger à mettre en œuvre un petit peu tout ce qui a été appris pendant l'année. Il y a en deuxième le laboratoire pluridisciplinaire, en participation parfois à des hackathons. Il y a évidemment le stage, c'est aussi quelque part un moment où vous allez réintégrer toutes les connaissances que vous aurez acquis pendant l'année, pendant les 3 années pour le stage. Et puis alors, il y a le parcours Salto, ça c'est quelque chose d'un peu particulier. Si vous regardez dans les chiffres, il y a des petits chiffres entre parenthèses, mais sans aller trop dans le détail, à partir de la seconde année, donc à partir du bloc 2, les étudiants peuvent choisir de faire le parcours qu'on appelle le parcours standard ou le parcours Salto. Et le parcours Salto, ça vise à travailler sur des projets pour des vrais clients, des clients externes, donc dans différents domaines. On crée des petites équipes avec des étudiants de bloc 2 et de bloc 3 qui travaillent sur des projets, qui rencontrent les clients, etc. Donc voilà, ça, c'est toute la partie activité projet. Mais bien sûr, il n'y a pas que de la technique, il y a aussi les soft skills, le savoir-être, un peu de culture d'entreprise, donc pour vous préparer justement au passage dans le monde de l'entreprise et vous donner quand même quelques petites indications sur comment se comporter en entreprise, comment se comporter de manière générale d'ailleurs. La communication est-elle aussi assez importante, puisque d'une part, en anglais, il y a beaucoup de documentation technique qui est écrite en anglais, ou des sites sur lesquels vous allez trouver des informations, mais c'est en anglais. Donc, la connaissance de l'anglais est quand même assez importante. Et puis, la communication en langue française, comme je l'ai dit, c'est important, puisqu'on va devoir aussi communiquer avec des clients, parfois avec ses patrons, travailler dans une équipe, parfois faire des rapports. Donc, c'est aussi présent dans ce grille. Et puis, la dernière ligne, c'est pratique professionnelle, donc c'est ce stage de 15 semaines en dernière année. Donc voilà un petit peu le schéma des études et comment se répartissent les différents thèmes au niveau des différents blocs. Donc je rappelle, bloc 1 c'est la première année, bloc 2 c'est la deuxième année, bloc 3 c'est la troisième année. Alors au niveau du profil d'étudiants et des informaticiens, il faut avoir une certaine capacité d'abstraction. Ça paraît pas très concret de programmer. On écrit des choses, on ne voit pas directement le résultat, on ne sait pas vraiment toucher tout ça. Donc une capacité d'abstraction, un esprit logique, parce qu'il y a beaucoup de logique dans la programmation. Il faut appliquer plein de règles, de la rigueur et de la persévérance. La rigueur, parce que quand on programme, la moindre petite faute, un petit point virgule oublié dans une ligne de code, d'un code informatique, eh bien, ça va générer un problème, une erreur. Donc, il faut être absolument rigoureux. Si on est brouillon, le programme qu'on est en train d'écrire ne fonctionnera pas. Et la persévérance, c'est parce que
malheureusement, un programme ne fonctionne jamais du premier coup quand on écrit ses lignes de code. Donc, il faut avoir cette persévérance, cette faculté de pouvoir bien regarder son code, ce qu'on a fait pour détecter les erreurs. Si on est vite découragé dès qu'on tombe sur un obstacle, bien, ça ne va pas être possible d'arriver au bout de ce qui est demandé. Donc, on parle d'avoir des affinités en mathématiques, ça c'est pour un peu l'esprit logique et mathématique. On vous conseille d'avoir eu 4 heures dans le secondaire. Vraiment, ça c'est d'expérience. Hein. En dessous, ça indique que justement les aspects logiques et mathématiques ne sont pas bien maîtrisés par les étudiants. Et c'est pas un problème. Il y a des tas d'autres études qui demandent moins d'affinité avec les mathématiques. Hein. C'est pas un classement de valeurs. Mais voilà, c'est une observation maintenant depuis des années que les étudiants qui n'ont pas eu au moins 4 heures de maths, généralement ont des problèmes, voire échouent. L'anglais, j'en ai parlé. Alors pour faire ces études, il vous faudra un ordinateur portable. On a des labos, certains labos sont équipés de quelques machines, mais pas tous. Donc il vous faudra absolument un ordinateur portable. On vous indique ici la configuration minimale recommandée. Ceux qui connaissent, donc on parle d'un i5, ce n'est pas le processeur le plus puissant, le plus élevé. 16 Go de RAM et un disque dur plutôt SSD, ne fût-ce que parce que vous allez beaucoup transporter votre machine, de 512 Go. Ça, c'est une configuration qui devrait vous permettre d'arriver au bout des 3 ans. D'accord ? Si vous avez déjà un ordinateur qui est presque sur cette configuration-là, vous pouvez commencer en tout cas l'année avec votre ordinateur. Hein. Il ne faut pas absolument aller changer, mais il faut que vous ayez une machine. Et finalement, si vous avez une machine moins puissante, vous allez juste pénaliser parfois la lenteur de réaction de cette machine. Donc voilà, si vous avez déjà un portable dans cette gamme de configuration, évidemment, ne le changez pas. Attendez un petit peu de voir à l'expérience comment ça se passe. Mais il vous faudra une machine. Voilà pour ce qui est de la grille de cours d'informatique, développement d'applications. Et donc, en termes de débouchés maintenant, hein, vers quoi est-ce que ça mène quand on a son diplôme au bout de 3 ans? Et comme je l'ai dit, on va être analyste programmeur, donc on va certainement intégrer, il y a des tas de profils différents, il y a des tas de possibilités différentes, mais on va dire un scénario assez classique et standard, c'est d'intégrer une équipe de développement d'applications et de travailler au développement d'une fonctionnalité ou de plusieurs fonctionnalités dans une application qui est déjà en cours de développement ou de commencer un nouveau projet avec une nouvelle application. Mais ça peut être dans plein de domaines différents. Je disais, ça peut être dans le domaine médical où on peut avoir des applications pour de la gestion comptable, on peut avoir des applications web ou avec des formulaires pour s'enregistrer à des événements, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On peut être développeur plutôt orienté web, justement, plutôt orienté applications mobiles, hein, donc des applications Android ou iOS pour les possesseurs d'iPhone. On peut un peu s'orienter plus vers l'administration réseau, gérer des bases de données. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et surtout, au fur et à mesure de votre carrière, vous allez pouvoir évoluer vers d'autres postes aussi. Donc, au début, vous ne serez certainement pas chef de projet directement, puisque quand on sort des études, a priori, on manque un petit peu d'expérience. Mais après quelques années, ça peut toujours tout à fait s'envisager d'évoluer vers des postes un peu plus à responsabilité, mais de gestion d'une équipe de développeurs et d'autres. Donc voilà. Et ça, dans des entreprises de toute taille. On a des anciens étudiants qui travaillent dans des toutes petites entreprises, ils sont peut-être 2, 3, 4, et puis d'autres qui travaillent dans des très grandes entreprises de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Donc ça, le panel de débouchés est assez large, et évidemment, au fur et à mesure de votre carrière, vous allez aussi pouvoir certainement poser des choix. Il est très rare maintenant de faire une carrière, de faire toute sa carrière dans la même entreprise et dans la même fonction, même si c'est un choix, c'est tout à fait possible. Mais évidemment, le diplôme ou le profil d'informaticien est quand même assez recherché, donc ça vous donne aussi des possibilités de vous réorienter, même professionnellement, après dans votre carrière. D'accord ? Donc, je dirais beau diplôme intéressant sur le marché du travail, très orienté programmation d'application. Donc la programmation, c'est très important. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont encore jamais programmé, qui ne savent pas à quoi ça ressemble un programme informatique, vous tapez tutoriel Java. Java, c'est un langage informatique. Tutoriel Java sur le web. Vous allez tomber sur un petit tuto et vous allez un peu suivre les premières étapes pour voir, tiens, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je comprends un petit peu ce qu'on me raconte? Parce que si ça ne vous plaît pas, évidemment,
vous voyez les chiffres là devant vous, vous allez en faire de la programmation. Donc, si ça ne vous plaît pas, vous allez être évidemment très vite découragé. Et donc, du courage, de la rigueur, de la persévérance pour arriver à développer des applications, ça, ce sont des qualités qui sont nécessaires. Voilà. Merci beaucoup, merci pour toutes ces explications. On y va bien plus clair sur cette formation et sur les débouchés aussi qu'on vient d'aborder. Et donc ça vaut la peine de le rappeler. C'est sûr que des informaticiens, on en demande, on en a besoin. Donc ça, c'est aussi intéressant. Je vous propose de continuer et d'aborder maintenant un autre bachelier, un bachelier plus récent en sécurité des systèmes qu'on appelle aussi cybersécurité. Et pour ça, on va retrouver donc Benoît Partouns. Rebonjour. Rebonjour, Stéphanie. Merci. Et donc, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus et voir un peu les spécificités aussi de ce nouveau bachelier qui a quelques années en cybersécurité, sécurité des systèmes. Ok. Donc, on va voir que le bachelier en sécurité des systèmes est d'un côté semblable à ce qui est fait en bachelier informatique, mais aussi est relativement différent. Et donc, au niveau de la finalité du bachelier en sécurité des systèmes, quelle est-elle? Cette finalité, c'est de former des jeunes qui seront capables, tout comme le bachelier en informatique, de mettre en œuvre des solutions informatiques, mais ici, orientées vers la sécurité des systèmes informatiques. Alors, pour brosser un peu le profil, pour décrire les diverses compétences d'un jeune diplômé en sécurité des systèmes, j'aime aborder le métier sous un angle que je vais appeler un angle chronologique. Donc, imaginons que nous arrivions dans une société qui n'ait encore rien, point de vue sécurité informatique. OK, c'est de plus en plus rare, mais pour l'exemple, je pense que ça peut s'y prêter. Alors, dans un premier temps, avant de mettre en œuvre quoi que ce soit, il est nécessaire d'identifier les besoins de sécurité. On ne va pas mettre la même sécurité pour une application ou pour un système d'information d'une banque que pour le petit photographe du coin. On s'accorde, on aimerait avoir le même niveau de sécurité, je vais dire, pour le photographe du coin, mais les coûts ne sont pas les mêmes, les contraintes ne seront pas les mêmes, et donc, à mon avis, le photographe du coin n'aura pas la même bourse, ne sera pas payé la même quantité d'argent pour installer tout ce qu'il faut si on devait sécurisé comme pour une banque, en fait. Et donc, on va analyser le contexte de la société ou de la personne qui nous emploie dans le but de mettre en place une solution cohérente avec ses besoins métiers. Alors, quand je parle de besoins métiers, pour une banque, on dira plutôt qu'elle veut mettre en place un système qui permet à ses utilisateurs de pouvoir, par exemple, faire des virements, etc., etc., tandis que peut-être que le photographe, il voudra simplement partager ses photos. Et là, on voit directement que les besoins en sécurité sont différents. On va participer donc à l'analyse des besoins de sécurité et à l'élaboration d'une architecture sécurisée. Et ça passe par ce qu'on appelle l'analyse des risques et après la conception de l'architecture. Alors, l'architecture, elle sera imaginée forcément sur les résultats de l'analyse de risques. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, après l'analyse, on va avoir la phase de ce qu'on appelle la prévention. C'est durant cette phase que l'on va configurer et ou administrer les solutions installées, donc les solutions qui auront été identifiées durant la phase précédente. On va mettre en place des systèmes de monitoring, des firewalls, des solutions antivirus. On va configurer des serveurs applicatifs, mais aussi les machines des employés. On pourra aussi mettre en place du chiffrement, des informations sensibles, mais ça passera aussi par la sensibilisation des collègues à la sécurité. Parce que dans toute cette chaîne d'information, un des maillons les plus faibles, voire le maillon le plus faible, c'est l'humain. Vous savez qu'il y a de plus en plus de phishing ou de spear phishing. Et donc, si après l'analyse de risque, on remarque que la société peut être vulnérable, enfin peut recevoir du phishing, eh bien, on va essayer d'informer tous les salariés que finalement, cliquer sur des liens qui apparaissent dans des mails, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Et donc, si on ne veut pas être responsable à terme d'une catastrophe au niveau informatique de sa société, il faut pas cliquer sur tout et n'importe quoi quand on reçoit des mails, surtout de personnes que l'on ne connaît pas. Alors, en troisième lieu, nous trouvons notre phase de détection et de maintenance continue. Donc, on a installé tout ce qu'il fallait, on a configuré tout ce qu'il fallait, mais le travail ne s'arrête pas là.
il faut surveiller ce que l'on veut protéger afin de maintenir un niveau de sécurité adéquat. On analysera les logs, les alertes des systèmes de monitoring, etc., etc. C'est aussi durant cette phase que l'on aura une activité de détection, de ce qu'on appelle de détection et de gestion de vulnérabilité. Et donc, dans cette phase d'audit, parce que là, on va parler d'audit, on retrouvera ce qu'on appelle des tests d'intrusion ou ce que vous avez peut-être déjà entendu parler, donc les pen tests. Donc, ce seront des profils de les gens qu'on appelle des ethical hackers, en fait. Alors, quatrième phase. Donc, on imagine que finalement, tout ce qu'on a mis en place, il y a toujours une faille. Et donc, un hacker a réussi à passer. Et donc, il faut qu'on ait pu déterminer finalement un plan de sécurité, donc de mise en place d'un plan de sécurité. Et donc ici, que se passe-t-il? Que fait-on si finalement on reçoit un malware sous forme de ransomware, par exemple, qui a chiffré toutes les données et qu'on ne sait plus utiliser? Si on a bien mis un plan de sécurité en place, eh bien, on pourra peut-être remettre un backup qui était là, qui tourne toutes les demi-heures, par exemple. OK, on aura perdu les données de la dernière demi-heure, mais au moins, on pourra continuer à travailler. On ne sera pas obligé de payer la rançon. Alors, évidemment, ici, j'ai spécifié les quatre grandes phases du métier, mais il est rare qu'une seule personne ait en charge toutes ces activités. Certaines vont se spécialiser dans le monitoring, car ça prend beaucoup de temps d'analyser toutes les données qui sortent de tous les différents systèmes. D'autres dans l'analyse ou encore dans l'installation et la configuration, parce que ici, je vous ai parlé de firewall, mais on pourra parler de proxy, de reverse proxy. On pourrait parler de WAF, qui est donc un firewall réservé aux applications web. On pourrait parler des IPS, des IDS, HIPS, HIDS. Donc, vous voyez qu'il y a toute une série de choses qu'on peut mettre en place et que l'on peut configurer. Et donc, ça prend aussi, ça peut être un métier en tant que tel. Et pour finir, je vous ai aussi parlé des tests d'intrusion. Et là, en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que certaines personnes se dédient entièrement à faire du ethical hacking, sont consultants ou sont employés à temps plein par une société pour tester continuellement, à la façon des hackers, en fait, tout le système. Alors, si Adriano, tu veux bien passer sur la grille, voilà, merci. Alors, on va retrouver la même découpe finalement que pour informatique, pour le bachelier en informatique, donc toujours en 3 blocs avec 60 crédits. Et donc, le premier chapitre, je vais dire, ou la première partie, ce sera la sécurisation des systèmes. Et là, on va voir finalement les différentes techniques de base. Donc, il y aura aussi un petit peu de programmation dans ce cursus-ci. Donc, le langage principal, c'est le Python, ou le Python, si vous préférez. On verra aussi du JavaScript, parce que en tant qu'ethical hacker, on doit savoir comment faire du JavaScript. On ne sait pas passer à côté du JavaScript dans le monde du web. On fera un petit peu aussi de PHP pour voir comment fonctionnent les applications web. Donc là, c'est le système client-serveur. Vous allez retrouver ici des termes que j'ai déjà utilisés pour la présentation. Donc, analyse de risque, qui est vraiment la phase préparatoire à la mise en place, je vais dire, du système de défense. La vulnérabilité. Donc, la vulnérabilité, là, c'est plus le pen test, donc les tests de différentes vulnérabilités. La configuration, forcément, vous avez entendu ça encore dans mes propos, qu'on parle beaucoup de configuration, donc comment configurer les systèmes, mais c'est aussi bien donc configurer des serveurs que configurer les machines des employés, parce que on pourrait imaginer qu'on ne laisse pas, par exemple, le port USB ouvert pour des raisons de sécurité. Alors, le monitoring, forcément, j'en ai parlé aussi. Donc, ici, on va plutôt voir les protocoles qui sont sous-jacents au logiciel de monitoring. Ça, ce sera plutôt au bloc 2. Et au bloc 3, là, on mettra des solutions qui existent, des solutions du marché pour monitorer différentes actions, différents événements qui pourraient se passer sur le système que vous êtes en train de surveiller. On y retrouve des sciences fondamentales et ici, ce sera des mathématiques appliquées. Et vous voyez qu'on parle de statistiques et de probabilités parce qu'en fait, c'est sur ça que se base finalement tout le système de monitoring, sur des statistiques et sur des probabilités. Alors, vous verrez aussi l'architecture des ordinateurs comme on l'a précisé pour le cursus de bachelier en informatique. L'idée n'est pas de construire un ordinateur from scratch, mais de comprendre comment il fonctionne en fait. Les systèmes d'exploitation, mais là toujours en termes de sécurité, donc vous allez voir forcément apprendre
les deux gros systèmes d'exploitation qui existent, à savoir le Windows et Linux. Et puis après, en bloc 2, vous verrez comment sécuriser ça, comment sécuriser de manière optimale un Linux, côté serveur ou côté client, ou à Windows Server 2016 ou à Windows 10. Forcément, vous aurez du réseau informatique, puisque ici, on va parler de cybersécurité, donc la sécurisation de tout ce qui touche les réseaux. Et donc là, on va découper toutes les couches de ce qu'on appelle le modèle OSI que vous verrez durant vos études. Alors, au niveau des projets, ici, on a l'intégration de la sécurité qui se déroule en première année et en deuxième année, qui est finalement un regroupement de tout ce que vous avez vu pendant l'année, qui va vous permettre de mettre tout ça en application. Vous avez ici, non pas hackathon, c'est une petite erreur dans le PDF, mais c'est plus des challenges, en fait. Ici, ce sont des challenges qui portent sur 2-3 jours, des challenges qui sont proposés par des sociétés de sécurité, souvent, sécurité en informatique. Et donc là, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle peut-être des CTF, donc des captures de flag, ou d'autres choses. L'idée, c'est vraiment de prendre le rôle du hacker et d'essayer d'aller le plus loin pour aller soit écrire quelque chose dans un fichier, soit aller effacer quelque chose, soit aller dans une DB, enfin, tout ce qu'un hacker peut faire. Ça, vous le ferez à travers des challenges. Alors, au niveau de l'entreprise, ben forcément, comme on touche à quand même quelque chose d'assez, je vais dire touchy, hein, donc assez particulier, qui est la sécurité. Vous allez apprendre des méthodes qui vous permettent de hacker des systèmes. Eh bien, vous allez aussi comprendre quels sont les risques à faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on va parler d'éthique. Donc, on va voir aussi l'aspect juridique. Que se passe-t-il si quelqu'un hack des systèmes, quelle peine peut-il encourir, etc. Vous aurez aussi des cours sur le management et l'entrepreneuriat parce que peut-être qu'à terme, en sortant des études, vous aurez envie de vous lancer en tant qu'indépendant. Et ces cours-là vous donneront les bases qui vous permettront de faire une bonne gestion, de bien vous lancer dans le management et dans l'entrepreneuriat. Au niveau de la communication, on retrouve les mêmes cours, mais je pense qu'il y a un peu plus d'heures ici parce que une des caractéristiques que vous aurez en tant que spécialiste dans les sécurités des systèmes, c'est que vous allez beaucoup échanger avec ce qu'on appelle le business, donc le métier que vous allez sécuriser. Notamment en analyse de risque, vous verrez que c'est primordial de toujours prendre en compte finalement quelles sont les contraintes du métier que vous allez sécuriser. Il est hors de question de vous retrouver tout seul dans un bureau et de vous dire « Ah bah tiens, je vais sécuriser ça comme ça parce que je le sens bien ». Non, ça se fera en partenariat avec le business. De même, si vous arrivez, si votre système est hacké, eh bien, vous allez vous retrouver avec un avocat parce que forcément, votre société va porter plainte parce qu'on ne peut pas venir voler chez elle comme ça en toute impunité. Et donc, vous allez retrouver des traces. Et donc, vous allez devoir échanger avec des gens qui ne sont pas nécessairement du métier. Et donc, vous allez devoir ce qu'on appelle vulgariser, donc aider finalement l'avocat à comprendre ce qui s'est passé derrière. Alors, la langue anglaise, c'est la même chose que pour le cursus de bachelier en informatique. C'est quand même, je ne veux pas dire que c'est la langue usuelle, mais c'est là-dedans que sont écrits tous les documents, finalement, qui vont vous permettre d'apprendre les différentes techniques, etc. Chose très importante au niveau du caractère de la personne intéressée, c'est que elle doit pouvoir chercher par elle-même aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la veille technologique qui fait partie aussi bien du métier de bachelier en informatique que de sécurité des systèmes. Régulièrement, il doit s'informer, se tenir à jour. Même nous, en tant que professionnels, on continue à lire des bouquins, à aller chercher sur le web, à essayer de dire différentes techniques. Donc, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire, donc comprendre l'anglais, puisque c'est là-dedans qu'on trouvera tous les documents. Au niveau de la pratique professionnelle, là, c'est la même chose que pour le bachelier en informatique. Hein, donc, on aura 15 semaines de mise en situation, donc en allant dans le milieu professionnel. Alors maintenant, si je reprends finalement les différentes qualités qui sont requises pour quelqu'un qui veut se lancer dans le bachelier en sécurité des systèmes, bien, on va retrouver les mêmes que pour le bachelier en informatique, à savoir forcément en esprit logique et mathématique, quelqu'un de persévérant, de patient, parce que forcément, quand vous faites soit du hacking, donc dans la version ethical hacking, là, il faut de la patience. Ça prend des semaines, voire des mois, à pouvoir pénétrer dans un système.
il faut être rigoureux pour les mêmes raisons. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller chercher toutes les failles. Mais par contre, si on est... oui, ça, j'ai pas précisé, mais dans le milieu, on parle de Blue Team et de Red Team. Et donc, vous allez jouer ces deux rôles-là, en fait. Donc, le Red Team, c'est ceux qui attaquent et le Blue Team, c'est ceux qui défendent. Vous aurez ces rôles-là, par exemple, dans l'activité projet. Eh bien, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, finalement, on doit faire preuve de rigueur et être méticuleux. Quand on attaque, on doit vraiment chercher partout. Quand on défend, ben, on doit penser à tout aussi. Et donc, ça ne s'improvise pas. Il doit aussi faire preuve d'ouverture d'esprit et d'assertivité. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous arrivez quelque part et que vous dites, ben, voilà, j'ai fait mon analyse de risque, on a défini que finalement, permettre à tout le monde d'être toujours administrateur de sa machine, ben, c'est pas bien en fait. Parce que surtout dans le milieu, enfin, je veux dire dans le contexte actuel, celui du coronavirus, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent à domicile. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise fournit un PC en disant, bah, tiens, tu peux travailler chez toi, voilà de quoi travailler. Si maintenant on laisse installer tout ce qu'on veut sur l'ordinateur, on pourrait se dire, ben voilà, moi j'ai mon ordinateur portable, celui de la société, mais j'ai envie d'installer Netflix parce que j'ai envie de regarder de temps en temps un film. Et on sait que c'est une faille potentielle. Et puis après, la personne va retourner dans son lieu de travail, va se rebrancher sur le réseau professionnel, donc sur le lieu de travail, encore une fois. Et donc là, Netflix sera toujours installé et donc ça ouvrira une porte aux hackers pour rentrer dans le réseau de la société. Et donc, de plus en plus, on interdit aux gens d'être administrateurs de leur machine. Vous comprenez que si maintenant je retire des droits à des personnes, donc le fait d'être administrateur de sa machine, ça va pas toujours faire plaisir. Et donc, il va falloir trouver les arguments, il va falloir être assez assertif, ouvert d'esprit pour comprendre finalement pourquoi les gens ne sont pas contents. Autre cas, autre exemple, je vais dire, si vous travaillez dans un milieu où on fait du développement logiciel, ce sera pareil. Souvent, les développeurs aiment bien être administrateurs de leur machine parce qu'ils aiment bien installer des tas d'outils. Alors, il faudra réfléchir avec eux en disant, peut-être que tu ne vas pas travailler sur ta machine directement, mais travaille plutôt dans une machine virtuelle. Comme ça, tu pourras installer ce que tu veux et si ça plante, tu pourras la réinstaller. Et s'il y a un virus, on pourra l'effacer, le réinstaller, etc., etc. Même chose pour les clés USB. Donc, on sait, par exemple, que des petites clés USB comme ceci, si je viens la mettre dans mon PC, il y a ce qu'on appelle un keylogger qui me permet finalement d'enregistrer tout ce que vous tapez sur votre clavier. Et donc, une des choses que l'on peut faire au niveau sécurité, c'est de se dire, tiens, on va désactiver tous les ports USB des machines, en fait. Mais ça a une conséquence aussi pour les utilisateurs. Donc, il va falloir discuter avec eux pour voir si c'est possible ou pas. Et si ce n'est pas possible, voir comment faire en sorte qu'ils n'aient pas ce fameux keylogger qui se lance sur leur machine. Donc, vous voyez que finalement, ce métier, c'est un métier où il y a beaucoup d'interactions avec ce que j'ai appelé le business, d'où le fait d'avoir un caractère assertif et d'être assez ouvert d'esprit. Alors, en termes de débouchés, là, ça va être un peu des termes un petit peu pompeux, je vais dire, mais on pourra partir par exemple sur un SOC analyst, donc c'est le Security Operations Center Analyst. Donc c'est celui qui va analyser finalement, qui va monitorer, qui va aller suivre tous les événements, qui va regarder ce qui se passe, si c'est normal, si ce n'est pas normal, tiens, pourquoi est-ce que ce n'est pas normal? Ah, finalement, c'est parce qu'il y a un événement exceptionnel, mais c'est pas grave, ce n'était pas une attaque, ou inversement, c'est grave, c'est une attaque, etc. Vous aurez le métier de pentester, donc ce que j'ai appelé tout à l'heure le ethical hacker. Vous pourrez être un cyber defender, donc c'est celui qui va installer, configurer tous les systèmes. Même chose pour le security engineer. C'est aussi de la configuration. Vous aurez peut-être l'envie d'être risk analyst. Donc là, ce sera plus quelqu'un qui fera l'analyse de risque. Alors, soit pour une société, soit en termes de consultant. Lui, son rôle, ce sera alors d'aller dans les différentes sociétés et d'analyser le risque potentiel de toutes les sociétés qui l'engagent. Et plus tard, avec quelques années d'expérience, vous pourrez devenir CISO, security architect, chef de projet, team leader, etc., etc. Mais ça sera à plus long terme, lorsque vous aurez acquis un petit peu d'expérience. Alors, au niveau des débouchés, là, je dirais que finalement, les débouchés sont dans de multiples domaines et dans des tas d'entreprises de différentes tailles. Je dirais même que c'est partout où l'informatique s'invite. Et si vous réfléchissez, en fait, l'informatique, maintenant, il y en a partout. Alors, peut-être que pour le moment, seules les grosses sociétés ou les moyennes sociétés voient un intérêt
à faire de la sécurité ou des analyses de risque ou implémenter un peu plus de sécurité. Mais on entend tous les jours des anecdotes par rapport à des systèmes qui se font hacker. Anecdote, aux États-Unis, aux alentours de Las Vegas, une station d'épuration a été hackée. Et donc, comment est-ce qu'elle a été hackée? Tout simplement parce qu'en fait, pour éviter que les employés ne viennent tous les jours à activer certaines choses, ils avaient mis un système qui permettait de piloter l'ordinateur à distance. Ça a ouvert une brèche et donc un hacker a pris la main sur cette centrale d'épuration en modifiant finalement les différents produits qui permettaient d'épurer l'eau. Alors, apparemment, les niveaux étaient tellement élevés de produits qui permettaient normalement de purifier l'eau que ça pouvait en devenir mortel. C'est parce qu'il y a quelqu'un par hasard qui s'est trouvé sur place et qui a vu que les niveaux n'étaient pas corrects, qu'il a pu rectifier le tir. On pourrait encore citer d'autres exemples. Les hôpitaux français qui ont reçu durant cette période de Covid plusieurs malwares, donc des ransomware qui chiffraient leur informatique et qui leur demandaient des rançons. Voilà, il y en a des tas d'exemples actuellement. On entend de plus en plus des hackers. Quand je dis hackers, ça peut être aussi des ensembles, ça peut être des États. Hein. On entend les États-Unis avec la fameuse affaire SolarWinds durant les vacances qui accuse finalement soit la Russie, soit la Chine. Donc on voit que finalement l'importance des attaques peut être soit petite ou très grande, ou très préjudiciable. Et donc pour moi, de plus en plus, c'est un métier vraiment qui va s'arracher. En fait, donc ce sont des personnes qu'on va s'arracher parce que on remarque que finalement les attaques ont lieu partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, un tout grand merci pour toutes ces explications. On va dans quelques minutes passer à vos questions et y répondre. Donc n'hésitez pas, posez-les en commentaire sur YouTube, sur Facebook. On va y répondre. Avant ça, deux petites informations avant cette séance de questions-réponses. Sachez que on organise également un master en architecture des systèmes informatiques. On peut peut-être passer à la dia suivante. Voilà pour voir que c'est organisé donc en codiplomation donc avec Elmo du côté de Elmogram et également avec la HEPL. Et donc ça, c'est un master qui se fait après un bachelier en informatique, hein, que ce soit au niveau de la programmation, du développement qu'au niveau cybersécurité. Et donc là, c'est vraiment pour élargir la vision IT, aller dans architecture microservices, big data et bien d'autres. C'est un master bilingue où on va aborder aussi bien les aspects de project management et aussi également les aspects légaux. Et donc, ce master de 120 crédits donne accès aussi à des carrières de haut niveau dans l'informatique, au niveau des emplois de spécialistes, de management ou autre. Voilà, sachez que ça existe, c'est une possibilité. Après les bacheliers, la porte n'est pas fermée, on peut bien sûr continuer vers différents masters. Un petit coup d'œil également sur l'agenda info-études. Je peux peut-être passer, voilà, merci beaucoup. Donc là, vous avez ici notre espace elmo.be/futur-étudiant. C'est vraiment un espace sur le site où vous allez pouvoir retrouver toute une série de ressources, les brochures à télécharger, les contacts, les formations, voilà, plein d'infos. Et sachez aussi que sur le site, évidemment, pour chaque formation, vous avez la brochure, le programme d'études, les débouchés, les passerelles, tout est toujours repris sur notre site. Donc, rendez-vous sur cet espace futur étudiant pour toutes les ressources. Vous pourrez notamment y retrouver nos cursus du mercredi en replay. Donc, toutes les séances d'infos qu'on a fait, on a abordé les 40 cursus et plus de Elmo. Vous pouvez les retrouver sur cet espace. Les étudiants ambassadeurs aussi, on a plein d'étudiants de Elmo qui ont accepté d'être les étudiants ambassadeurs de leur cursus. Vous pouvez les contacter, leurs contacts sont repris sur cet espace futur étudiant. Vous pouvez les contacter sur Facebook, sur leur adresse mail et leur poser des questions, ça peut être aussi intéressant. Et puis au niveau de l'agenda, le prochain rendez-vous, c'est ce samedi, le 8 mai, on a une journée porte ouverte sur rendez-vous. Évidemment, pour respecter les mesures sanitaires. Donc, rendez-vous sur cet espace pour prendre rendez-vous si ce n'est pas encore fait, pour venir nous rendre visite et découvrir l'environnement d'études, parler aussi peut-être avec des enseignants si vous le souhaitez. Donc, voilà un petit peu le planning futur étudiant. Et puis, je vous propose de retrouver nos deux intervenants, Vincent et Benoît, pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je ne sais pas si on peut peut-être commencer avec une première question. Voilà, ici une question de Mathis. Est-ce que le développement de jeux vidéo fait partie des débouchés?
Voilà, une première question. Je ne sais pas, peut-être Vincent, si tu veux te lancer, et Benoît, n'hésite pas à compléter. Oui, donc ce n'est pas une formation spécifiquement axée sur les jeux vidéo. Donc, je parle ici de la formation de développement d'applications, mais vous allez apprendre la programmation. Et dans les jeux vidéo, il y a aussi des notions de programmation, mais on ne va pas vraiment apprendre à travailler sur les grands systèmes qui permettent de faire des jeux vidéo élaborés, bien sûr. Hein. On fait parfois des petits jeux style Pong ou bien Snake dans certains projets, mais si on parle de jeux plus élaborés, ça fait appel à d'autres technologies qui ne sont pas enseignées dans le cursus, mais ce n'est pas impossible après soit je sais bien qu'il existe des formations spécifiques jeux vidéo, donc un peu comme la passerelle vers le master dont parlait Stéphanie, on peut compléter à ce moment-là par des études un peu plus spécifiques sur les jeux vidéo, ou alors s'auto-former, ce n'est pas impossible non plus. Petit complément peut-être. Dans le jeu informatique, en fait, on retrouve souvent deux moteurs qui sont Unity et je ne tombe plus sur le nom de l'autre. Real Engine. Voilà, et donc ça fait. Ils utilisent deux langages que vous verrez en fait. Donc le C# pour Unity, et vous verrez un petit peu de C, mais pas du C++ par contre pour l'autre moteur. Donc, comme l'a dit Vincent, vous aurez les bases. Les bases seront acquises pour pouvoir après aller peut-être travailler dans ce milieu-là en fait. Et d'ailleurs, je pense, je ne sais pas si Vincent tu l'as dit, certains étudiants se sont retrouvés dans des sociétés qui développent des jeux en fait. Hein, donc oui, on a parfois lors des stages aussi, on a déjà eu parfois, mais ce n'est pas très fréquent. Hein, donc, des étudiants qui, lors de leur stage, travaillaient plutôt dans le monde du jeu, du jeu vidéo. Et donc, c'est vrai que ils ont les bases pour s'attaquer à ça. Et puis, il faut rajouter la petite couche spécifique à ce qu'est le développement de jeux vidéo. C'est pas vraiment le débouché le plus fréquent, mais c'est pas impossible non plus. C'est pas une porte fermée. Merci beaucoup. On continue ici avec une question de Hugo. Alors, au niveau de l'ordinateur pour les études, la question par rapport au système d'exploitation qui est demandé, ça a été évoqué, mais peut-être revenir là-dessus. C'est vrai qu'on a souvent cette question-là par rapport à Mac, à Windows, repréciser peut-être ici par rapport au matériel demandé. Et je me permets juste, avant de vous redonner la parole, de préciser aussi qu'au niveau du matériel, on vous demande donc d'avoir votre ordinateur. Mais sachez aussi qu'Elmo propose évidemment un système d'accompagnement social, et que, aussi bien que ce soit pour une bourse d'études que pour une aide par rapport au matériel à utiliser, il faut surtout pas hésiter évidemment à consulter et à prendre contact avec notre service d'aide sociale et financière. Et voilà, on peut peut-être revenir ici sur cette question liée au système d'exploitation de l'ordinateur demandé. Moi, j'ai envie de dire par facilité et sans aucune religion entre les deux grandes familles. Par facilité, c'est Windows qui s'impose parce que certaines applications qu'on utilise ne tourneront que sous Windows, et donc il faut commencer à travailler avec des émulateurs sur Mac. C'est pas impossible, mais chaque année, on a des étudiants qui ont un Mac qui ont quelques soucis, qui ont quelques problèmes. Donc voilà, par facilité, je dirais aller sur Windows si vous devez acquérir un ordinateur. En sécurité, je ne sais pas, Benoît, s'il y a... En sécu, on travaille beaucoup avec des VM. J'ai oublié de le préciser, en fait. On demande un ordinateur un peu plus puissant pour les étudiants qui sont intéressés par le cursus en sécurité, parce que justement, on va beaucoup travailler sur des VM qui vont contenir finalement l'OS sur lequel on va travailler. Donc, si vous avez un Mac qui permet de faire tourner VMware, par exemple, pourquoi pas, et Windows pareil, et pour certains cours, on va travailler que sur du Linux, par exemple. Donc, si vous êtes intéressé par la sécurité, vous savez certainement qu'il existe une version de Linux qui s'appelle Kali Linux, qui contient tous les outils nécessaires pour faire des pentests. Voilà, c'est un exemple. On l'utilisera. Moi, je l'utilise, mais sous forme de VM. Donc, ça veut dire que j'ai Windows et je fais tourner VMware dessus pour avoir Linux, en fait. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on continue avec, par rapport au langage, est-ce qu'on va travailler uniquement avec Java ou également avec Python, PHP et d'autres langages, si je ne me trompe pas, qui sont évoqués ici? Je commence. Donc, pour la partie développement d'applications, c'est vrai qu'en première année, on commence avec du Java, qui va de nouveau être présent en deuxième année, mais en deuxième année, on va aussi faire du C#. Il y a aussi du PHP dès la première année, qui va aussi se retrouver souvent en troisième année. Le Python n'est pas spécifiquement prévu dans le cursus, mais il faut savoir qu'il y a notamment en troisième année
des projets où les technologies sont un peu plus libres, elles peuvent être au choix de l'étudiant. Et donc, là aussi, il y a des étudiants qui choisissent d'aller vers du Python ou d'aller vers d'autres types de langages. Donc, en première, Java PHP. En deuxième, Java C#, je n'oublie rien. Et t'oublies une. En fait, il y a JavaScript dans l'histoire. Ah, et JavaScript, oui, JavaScript, bien sûr. JavaScript en deuxième. Et puis en troisième, on retrouve un peu tous ces langages-là, voire d'autres, parce que certains projets, comme je le disais, sont assez ouverts au niveau des choix technologiques qui sont laissés aux étudiants. Ben voilà, ça fait partie de la découverte d'autres choses. Je te laisse, Benoît, pour la sécurité. Je complète aussi, en troisième année, il y a tous les frameworks JS en fait, qui sont vus, donc tous les frameworks JavaScript. Alors pour la sécurité, en fait, comme je l'ai dit, en première année Python, alors il y a un langage R qui va permettre de faire, donc en mathématiques, qui est un langage fonctionnel de mémoire, mais je n'ai jamais utilisé. En deuxième année, vous verrez, en première aussi, on voit un peu du JS. Je vous ai expliqué les raisons dans la présentation, pourquoi on voyait du JavaScript. PHP, du C en fait aussi pour tout ce qui est OS, de langage de scripting en fait, qui est surtout utilisé en sécurité en fait. Voilà, bien complet. Donc comme ça, vous avez une idée de tout ce qui est évoqué. Alors, est-ce que les élèves des deux bacheliers, des deux formations, vont être amenés à travailler ensemble? Est-ce qu'il y a des projets communs entre vos sections? On va rester dans le même ordre, Vincent, et puis Benoît, puis on change. Oui, il y a des idées et ça a beaucoup de sens. On en a parlé. Ça n'a pas encore tout à fait été mis en place cette année, mais ça fait partie des idées, effectivement, de créer certains liens entre les deux cursus et pourquoi pas que les étudiants du cursus sécurité viennent un peu tester les applications qui sont développées par les étudiants d'informatique. Voilà. Il n'y a rien qui est mis en place au jour d'aujourd'hui, mais c'est clairement dans les cartons et ça va voir le jour. Ça va voir le jour parce que c'est une belle opportunité. Mais rappelons que le bachelier en sécurité est assez jeune encore. Donc voilà, ici les projets vont pouvoir se construire. Je vais dire la même chose. Parfait. Bon, voilà, c'est très bien. Alors, on retrouve Noah, si je ne me trompe pas, qui continue dans les questions par rapport au langage. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre Python et JavaScript? Oui, quand même. C'est quand même des paradigmes, comme on dit, pour utiliser un mot un peu compliqué, des modèles de programmation un peu différents. Alors, JavaScript, en plus, il y a le côté JavaScript qui va s'exécuter côté client, généralement dans le navigateur. Ou côté serveur, ça existe aussi. On peut faire des applications côté serveur en JavaScript. Tandis que Python, ce ne sera pas côté client. Et oui, le modèle de programmation est assez différent et la syntaxe aussi est très différente. La syntaxe de beaucoup de langages est différente. Après, on y retrouve quand même certains concepts de base qui sont les mêmes. On a une manière de construire un programme sur base de notions de variables, de boucles, de conditions, etc. Ça, on va retrouver ça dans tous les langages, mais souvent avec une syntaxe différente et des spécificités. Il y a de ce qu'on appelle la programmation événementielle. Benoît a parlé de la programmation fonctionnelle, de la programmation impérative, de la programmation orientée objet. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des paradigmes de programmation, donc des manières de penser un peu différentes pour concevoir son programme avec tel ou tel langage. Et certains langages sont plus adaptés à certaines choses que d'autres, évidemment. Pour apporter un peu d'information, enfin, c'est même pas de l'information, je veux dire, je ne sais pas si derrière la question, c'est quelqu'un qui se pose, qui se dit, tiens, je connais le Python, mais pas le JS, est-ce que ça va être difficile ou pas? Ce que je voulais apporter comme information, c'est que de toute façon, on revoit tout depuis le début. Je pense que Vincent, tu l'as déjà dit, on ne considère pas que vous sachiez programmer en commençant. Donc, en première année, du côté informatique, par exemple, on va revoir vraiment les bases des bases du Java. Et puis, on va avancer comme ça. Ça va être aussi comme ça pour le Python du côté sécurité. C'est comme ça aussi en JS, en fait. Super, merci beaucoup. Je crois qu'avec cette précision, tu réponds déjà à une question qui avait été posée ici dans les commentaires, mais on va continuer. Je pense qu'il y en a d'autres encore qui sont abordés. Alors, au niveau des masters, il n'y en a qu'un. Donc, il y en a
qu'un qui est proposé, qui est organisé par Elmo en collaboration donc avec la HEPL, mais il y a peut-être d'autres masters qui sont accessibles aux bacheliers en cybersécurité, en sécurité des systèmes et en informatique. Est-ce qu'il y a d'autres bacheliers fréquents, des passerelles qui sont utilisées, qui sont faites par vos étudiants diplômés? Alors, pour la cybersécurité, pour la sécurité, il n'y a pas encore de diplômé, on n'a pas encore cette expérience, mais il est prévu d'avoir des passerelles vers un master en cybersécurité qui est organisé, mais pas à Liège. Hein, ça s'organise dans d'autres universités. Alors, je ne sais plus si c'est à l'ULB, à Bruxelles. Enfin bon, il y a des possibilités de ce côté-là, mais on n'a pas encore d'expérience de retour là-dessus. Et pour l'informatique, développement d'applications, ben oui, il y a aussi le master en sciences informatiques qui, lui, se fait à l'Université de Liège, mais qui se fait aussi à Namur, à Bruxelles, enfin un peu partout. Hein. C'est un master assez commun qui comporte une année passerelle en plus. Enfin, il y a une année pour avoir accès aux 2 dernières années de master. Donc, ça veut dire que là, on fait une passerelle sur, a priori, 3 ans. Mais il y a aussi des masters en sciences de gestion, notamment au HEC, donc toujours l'ULG qui existe. Alors, il y a une panoplie de possibilités pour ceux qui veulent continuer leur formation, qui veulent aller encore un peu plus loin, être un peu plus pointus. Maintenant, le master, le MASI dont parlait Stéphanie tout à l'heure, est un master qui, lui, n'a pas cette année, l'année passerelle en plus à faire, donc qui permet de directement enchaîner vers les 2 années de master. Bon, ça fait déjà une année de moins, et qui est à côté peut-être plus pratique que d'autres masters d'université. Mais ça, on a le temps d'en reparler. On vous présente tout ça lors de différentes séances d'information à partir de la 2e année et en 3e année aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on a encore une question à aborder, puis n'hésitez pas, s'il y en a d'autres qui arrivent, on les prendra bien évidemment. Hugo, encore par rapport aux cours théoriques, est-ce qu'on doit acheter des livres ou est-ce qu'on doit prendre note? Je pense qu'il y a un petit peu les deux. Voilà, peut-être je vais vous laisser y répondre. Tu vas, Benoît? Ok. Alors, généralement, en fait, on passe par un système qui s'appelle Learn, sur lequel se trouvent tous les cours. Donc, en général, ce sont des PowerPoint. Il existe certains syllabus, donc certains profs ont des syllabus. En début d'année, on vous précise de toute façon, encore une fois, ce qu'il faut acheter et combien ça revient, je pense. Stéphanie, de mémoire, tu as une idée? Parce que je n'ai pas les prix en tête. Au niveau des prix des syllabus, ça va vraiment différer d'un cursus à l'autre. Et donc, malheureusement, je n'ai pas les infos pour tous. Mais ça aussi, voilà, via le service social, etc., vous pouvez facilement avoir et l'info et des aides éventuelles. Alors, je pense qu'en général, en majorité, ce sont tout est disponible sur Learn, en fait. Oui. Il y a quand même peu de choses, peu de syllabus. Il y en a, mais c'est pas la majorité. Donc, alors maintenant, des prises de notes, de toute façon, il faudra en faire. Si tu veux suivre un cursus normal, je vais dire, il ne serait pas normal que tu ne prennes pas de notes. Donc, il ne faut pas s'attendre à aller au cours, à se dire que tout est dans le syllabus, ou à se dire, bah oui, je ne suis pas le cours parce que je sais que tout se trouve dedans, ou dans les PowerPoint. Non, durant les séances de cours théoriques et même pratiques, il faudra certainement prendre des notes. Ça, tu ne passeras pas à côté, de toute façon. Voilà, donc des ressources en ligne, évidemment, des ressources papier qu'on peut avoir, et puis il faut compléter évidemment tout ça et se réapproprier les cours qu'on reçoit, que ce soit oralement, que ce soit par écrit. Ben, évidemment, la prise de notes qu'on peut faire à la main ou sur son ordinateur, bien sûr, vient compléter, est évidemment nécessaire. Alors, il y a 2 nouvelles questions qui nous sont parvenues entre-temps. Voilà, quelqu'un qui hésite entre les 2 bacheliers. Un conseil qui pourrait aider à faire le bon choix. Moi, ce que je peux déjà dire, c'est que tu as bien fait de venir à cette séance d'info, puisqu'ici, voilà, nos 2 intervenantes ont présenté les différences, les spécificités. Et donc, ce qui peut t'aider à faire ton choix, c'est d'avoir bien ces informations-là en tête et puis voir en fonction de toi qui tu es, ce que tu préfères. Est-ce qu'il y a une grille de cours qui t'a plus attiré qu'une autre? Est-ce que dans ce qu'on vient d'entendre comme explication, est-ce qu'il y en a un qui t'a plus attiré qu'un autre? Le bon choix, ce sera le tien, ce sera celui qui te correspond le plus à toi. Donc, ça serait peut-être déjà mon premier conseil. Et puis, je vais donner la parole voilà, à Vincent et à Benoît si vous avez peut-être d'autres approches à conseiller ici à Tony. Oui, moi, je dirais que, en tout cas, en informatique, développement d'applications, comme je l'ai dit, la programmation est super importante. Donc, si tu n'as jamais fait de programmation,
il faut aller un petit peu se tester. Je ne dis pas de passer 15 heures à essayer de programmer, mais un peu aller voir des tutoriels, des informations là-dessus pour sentir un petit peu si ça peut aider. Il y a des tutoriels qui vont te faire des petits exercices très vite en quelques minutes. Si ça marche bien, si ça te plaît, c'est plutôt un bon signe. Et la programmation, elle est aussi présente en sécurité, donc c'est pas pour ça qu'il va vraiment discriminer. Concerne les deux, c'est quand même deux métiers différents. D'un côté, on va construire des applications pour les utilisateurs avec des interfaces graphiques, des formulaires à remplir. Un côté peut-être plus visuel, hein, légèrement plus, je ne vais pas dire concret, mais un côté certainement plus visuel, et des utilisateurs. De l'autre côté, on va essayer de prévenir des problèmes liés à des attaques. Je pense qu'avec ce qu'on a expliqué, j'espère qu'on voit quand même que c'est deux finalités assez différentes. Si ton envie, c'est de développer des sites web, de faire des applications mobiles, etc., c'est plutôt le développement d'applications, évidemment. Si tu te dis, moi, j'aime bien configurer, aller changer les paramètres d'une application, d'un système, que ce soit un firewall ou autre, pour prévenir des potentielles attaques, c'est plutôt le côté sécurité des systèmes qui pourrait t'intéresser. Voilà, oui, pardon. Alors, je voulais juste apporter une petite précision. Il y a, je ne veux pas dire que c'est un fantasme, mais quand on parle de sécurité des systèmes, c'est souvent le hacker qui ressort. Hein. Donc, on voit le gars avec son petit capuchon dans sa cave en train de hacker, etc. Alors, ok, c'est fun, ça fait vivre Hollywood, je vais dire, mais c'est pas la réalité du métier. Oui, on va le faire, on va apprendre des techniques de hacking, mais ce ne sera pas de toute façon la majorité des gens qui travailleront là-dedans, ce sont des spécialistes. Alors, il n'en faudra pas 10 000 en fait. Hein. Donc, il ne faut pas croire que celui qui va sortir de ce bachelier, ce sera ça son quotidien. Donc, son quotidien, ça peut être aussi bien de l'analyse, mais de l'analyse, on en fera aussi du côté informatique. Donc, avoir l'esprit analytique est nécessaire dans les deux. La différence pour moi, c'est comme l'a dit Vincent, c'est vraiment le côté programmation en fait. Donc en informatique, en bachelier, donc en informatique, j'ai plus le titre, développement d'application. Là, c'est clairement de la programmation. Et donc, si votre passion, c'est de construire des choses en fait et de faire évoluer votre programme et de ne pas avoir peur de prendre du temps à débugger parce qu'un programme ne marche jamais directement, vous pouvez aller, oui, vous avez peut-être le caractère pour devenir développeur d'application. Maintenant, si vous êtes plus sur l'analyse et la configuration, parce que je pense que vraiment entre les deux, c'est ça aussi, et c'est un point qui différencie, c'est qu'on va beaucoup configurer du côté sécurité des systèmes pour éviter justement de se faire hacker. Venez plutôt du côté sécurité des systèmes, en fait. Voilà. Merci, voilà pour les conseils. On va peut-être prendre une dernière question, je pense, avant de passer à la conclusion. Et sachez aussi qu'on est évidemment à votre disposition via le site internet, via différents contacts. Si on n'avait pas pu répondre à tout, si on n'a pas eu assez d'heures de maths en secondaire, est-ce qu'il y a moyen de les rattraper? Je vais aussi laisser peut-être Vincent répondre aussi là-dessus. Moi, ce que j'aime toujours bien dire, c'est que si on a bien identifié les difficultés, les prérequis qui étaient demandés, qu'on est motivé, qu'on se donne les moyens, c'est toujours possible. Mais il faut être conscient effectivement peut-être des petites faiblesses qu'on aura dans certains cursus et pouvoir peut-être prendre des cours supplémentaires ou être prêt à travailler davantage pour y arriver. Mais si on est motivé, qu'on a bien identifié, qu'on est prêt à travailler, généralement, quand on a l'envie et la motivation, eh bien, on peut faire de très belles choses. Et je vais bien sûr vous laisser compléter ou répondre aussi à Lorenzo ici. Oui, donc effectivement, tout peut se rattraper. En fait, la question, c'est de savoir, tiens, si tu n'as pas eu assez d'heures de maths dans ton cursus en secondaire, la question, c'est pourquoi? C'est parce que tu n'aimais pas? C'est parce que c'est le genre de matière à laquelle tu es un petit peu réfractaire? Si c'est le cas, déjà, rattraper, ça va être un peu rébarbatif, parce que si tu n'aimes pas les maths, c'est pas très gai de devoir aller plus loin dans un domaine qu'on n'aime pas. Et ça veut dire aussi, que tu as une autre forme d'intelligence, ce n'est pas un jugement de valeur, mais quand on parlait de capacité d'abstraction, d'esprit logique, etc., c'est des choses. En fait, la programmation est très peu abordée, et pas souvent abordée dans le cursus en secondaire. Donc, la seule chose qui peut montrer qu'un futur étudiant a cette capacité d'abstraction, cet esprit logique, etc., c'est parce que
il se débrouille bien en maths et qu'à la limite, il aime bien ce côté un peu de réflexion qu'offrent les mathématiques. Donc, voilà, si tu n'as pas eu assez d'heures de maths pour des raisons qui sont liées au fait que tu n'aimes pas les maths, ça me paraît un peu compliqué. Mais si tu aimes bien les maths, alors la question, pourquoi tu n'as pas pris plus d'heures, mais ça, chacun a son parcours. Là, il y a peut-être moyen de se dire, OK, moi, je sais que là, il y a petite lacune, voilà, il y a des cours particuliers, des cours préparatoires, il y a toutes sortes de choses qui peuvent exister pour que tu approfondisses un peu ce côté-là. Voilà, c'est peut-être le mot de la fin ici. En tout cas, on espère que vous avez eu plein d'infos pour y voir plus clair sur ces cursus. Voilà, merci encore à nos intervenants. Merci aussi à Adrien Régis. C'était le dernier cursus du mercredi de cette saison. Toutes les lives sont donc disponibles en replay sur notre site. Merci à vous et on souhaite à tous nos spectateurs évidemment de faire un choix qui les rendra heureux. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.